Bonjour à tous. Merci Lucie pour la belle introduction. Je suis Caroline Lepotier. Comme l'a mentionné Lucie, je travaille au sein de l'équipe des pharmaciens conseils de TELUS Santé. Aujourd'hui, je vais vous présenter les tendances cliniques avec les données de l'année 2020 pour le Québec. Nous allons réviser ensemble la progression des biosimilaires et voir les changements législatifs tant au niveau du Canada qu'au niveau du Québec. Nous allons évaluer aussi les enjeux propres à la province et nous allons conclure avec les médicaments en développement qui pourraient avoir des impacts sur les plans privés dans les années futures. Pour les tendances cliniques pour le Québec, comme je vous l'ai mentionné, on va se concentrer sur les données de l'année dernière, les données de l'année 2020, spécifiques au Québec pour les conditions de santé les plus coûteuses. On va aussi passer en revue les médications les plus coûteuses pour les enfants en pédiatrie et isoler certaines des maladies pour donner plus de détails. On va aussi rentrer plus en détail pour ce qui est de certaines conditions de santé au sein desquelles certaines catégories de médicaments sont en forte croissance. Donc, pour fixer les choses d'abord aujourd'hui, le portefeuille de TELUS Santé au Québec représente 1,2 milliard de dollars en coûts accessibles avec 1,1 million de réclamants distincts. Dans ce portefeuille, il y a 10 conditions de santé qui sont les plus coûteuses et nous allons les passer en revue avec certains indices. Ici, au premier rang, vous pouvez voir les maladies inflammatoires qui représentent 13,9% en termes de coûts admissibles pour une population de réclamants à hauteur de seulement 0,7%. Cette maladie garde son premier rang depuis plusieurs années maintenant, la raison étant qu'elle est occupée majoritairement par des médicaments dispendieux dont les coûts expliquent le pourcentage de coûts admissibles, tandis que la population reste relativement peu impactée puisque c'est seulement 0,7% des réclamants. A contrario, la deuxième maladie, le diabète, garde elle aussi son deuxième rang par rapport à l'année dernière, mais draine plus de patients puisqu'il s'agit ici de 6,4% en pourcentage en termes de réclamants pour des coûts associés de 7,7%. En troisième position, les problèmes dermatologiques font une montée fulgurante cette année de la 6e à la 3e place. Et ces maladies représentent un mélange finalement des deux autres cas de figure qu'on a vus pour les maladies inflammatoires et pour le diabète. En effet, on se retrouve avec un pourcentage de réclamants assez large, 20,2%. Pourquoi? Parce que la dermatologie peut toucher un nombre d'affections très diverses et variées. Il peut y avoir des traitements locaux assez peu chers, comme les crèmes et les onguents qui sont utilisés. Mais on voit une croissance dans cette catégorie particulière des médicaments de spécialité aussi, ce qui explique le pourcentage de 6,5% en termes de coûts admissibles. Les trois autres maladies qui suivent, déficit d'attention, dépression et asthme, restent à peu près au même rang que les années précédentes. Dans les diapositives subséquentes, on va parler un peu plus en détail du cancer qui occupe le 7e rang et qui le maintient depuis l'année dernière avec 4,5% des coûts admissibles et 1,7% des réclamants. Enfin, vous noterez à la 8e position la sclérose en plaques qui est une maladie rare mais que vous voyez avec le nombre de réclamants, 0,2% des réclamants, mais qui quand même arrive à drainer 3,8% des coûts admissibles compte tenu du grand nombre de médicaments qui se développent dans cette maladie en particulier. Enfin, l'hypertension et la contraception gardent à peu près les mêmes rangs que les années précédentes aussi. On va rentrer plus en détail dans les maladies inflammatoires. Pour les 3 prochaines diapositives, vous allez voir qu'elles suivent le même schéma. On va parler d'abord des coûts admissibles totaux pour la famille en général, qui est de 168,3 millions, avec une croissance par rapport à l'année dernière de 11%.
Ensuite, on va réviser les molécules qui sont intéressantes dans ces conditions de santé. La première, assez connue, le Remicade, qui représente 42 652 $ en moyenne pour un réclamant, avec une croissance par rapport à l'année dernière de 12,8 %. Le Remicade, en dépit du fait qu'il a des biosimilaires disponibles, garde une très grande place dans les maladies inflammatoires. La deuxième molécule dont on va parler, c'est l'Humira, avec des coûts admissibles par réclamant à hauteur de 19 233 $ en moyenne. La croissance par rapport à l'année dernière se maintient à hauteur de 9 %. Il est intéressant de savoir que cette année, en 2021, l'Humira a vu des biosimilaires arriver sur le marché au mois de février. Donc, il est possible que ces chiffres soient impactés l'année prochaine. Troisième molécule, le Simponi, qui avait une croissance majeure l'année dernière à hauteur de 17,7 %, cette année plus modérée à hauteur de 6,5 %, avec une moyenne pour les réclamants à hauteur de 15 639 $. L'Ambrelle est un petit peu l'exception au tableau ici si vous regardez les croissances, puisqu'il s'agit d'une décroissance pour l'Ambrelle à hauteur de 8,9 % qui confirme la décroissance de l'année dernière qui était de l'ordre de 6 %, avec 14 090 $ en moyenne par réclamant. Les biosimilaires pour l'Ambrelle ont eu une meilleure acceptation et une meilleure croissance, ce qui explique un scénario différent de celui du Remicade. Enfin, l'Inflectra, croissance de 15,4 %. L'Inflectra est le biosimilaire du Remicade. Donc, il est intéressant de voir que sa croissance est supérieure à celle de son original pour des coûts à hauteur de 19 427 $ par réclamant. On va faire maintenant la même analyse pour le diabète, avec des coûts admissibles totaux en 2020 à hauteur de 91 millions de $ et une croissance de 13 %. On a sélectionné ici seulement 3 produits pour avoir une meilleure visibilité, puis des choses plus intéressantes à suivre pour ces produits-là. J'ai parlé de produits et pas de médicaments parce que le premier, c'est le Freestyle Libre, qui est une machine qui permet aux patients diabétiques d'installer un capteur dans leurs bras et de prendre leur glycémie sans avoir à se piquer au bout du doigt plusieurs fois par jour. Les coûts moyens pour le Freestyle Libre sont à hauteur de 1 822 $, avec une croissance notable de 49,6 %. C'est un bénéfice énorme, notamment pour les patients qui ont des glycémies extrêmement instables et qui sont obligés de se piquer plusieurs fois par jour, et pour les diabétiques de type 1. La deuxième molécule dont on va parler, c'est l'Ozempic, croissance phénoménale de 134 % par rapport à l'année dernière, avec des coûts admissibles moyens par réclamant à hauteur de 1 774 $. Pourquoi cette molécule est intéressante? Parce que d'abord, évidemment, elle permet le contrôle des glycémies pour les patients, donc faire en sorte de stabiliser les taux sanguins de sucre pour les patients diabétiques, mais elle a aussi des bénéfices en termes de perte de poids. Et pour cette population particulière, ça amène des bénéfices santé supplémentaires. Ce qu'il est intéressant de noter aussi, c'est que ce médicament était injectable et qu'il existe désormais une forme orale qui s'appelle le Rybelsus. Donc, ça va pouvoir être attractif pour les patients pour lesquels l'Ozempic fonctionne bien de basculer à une forme orale pour éviter d'avoir à se piquer. Donc, il est possible qu'on voit des changements dans les chiffres au cours des prochaines années à cause de la meilleure acceptation des traitements qui sont en général à prendre par la bouche. Le troisième produit, le Jardiance, croissance de 33 % par rapport à l'année dernière, avec des coûts moyens par réclamant à hauteur de 847 $. Au même titre que l'Ozempic, le Jardiance présente des intérêts pour le patient, non seulement du point de vue de la glycémie, mais aussi sur leur santé générale. Notamment une indication pour prévenir la maladie cardiovasculaire et faire en sorte de limiter les morts par maladie cardiovasculaire comme les infarctus, par exemple.
Dernière maladie qu'on va passer en revue, les problèmes dermatologiques, avec des coûts admissibles totaux l'année dernière de 76 millions de dollars, croissance de 18,4% par rapport à l'année dernière. Sur cette première diapositive, on va mettre l'accent sur le Stelara, qui est la ligne bleu foncé que vous voyez croître, pour des coûts moyens de 28 049 $ par réclamant et une croissance notable de 21%. Stelara représente ce qui se passe pour cette catégorie de médicaments de spécialité au sein de la dermatologie. C'est-à-dire que c'est un médicament qui a reçu une indication à l'origine pour deux maladies dermatologiques, le psoriasis en plaques puis le rhumatisme psoriasique, mais qui a ensuite reçu des indications pour la maladie de Crohn et puis pour la colite ulcéreuse. Donc la croissance est liée non seulement à la dermatologie, mais aussi au fait que certains médicaments de spécialité reçoivent des nouvelles indications dans d'autres maladies. Ici, ce seraient les maladies inflammatoires. Pour rendre la diapositive plus lisible pour les autres molécules, on a éliminé le Stelara du décor ici et on va se concentrer sur les autres molécules de la même famille. Donc le premier, le Dupixent, a une croissance notable de 78,7% avec des coûts moyens de 20 000 $ par réclamant. Ce qui s'est passé ici pour le Dupixent, de la même façon, des indications qui ont commencé en psoriasis, en dermatite atopique, donc purement dermatologique, et qui ont ensuite vu de nouvelles indications arriver, donc notamment des indications ORL pour les patients qui avaient des polypes au niveau du nez qui ne peuvent pas être opérés ou qui échouent avec des traitements locaux de corticostéroïdes. À ce moment-là, ils peuvent avoir recours au Dupixent. Il y a aussi eu le fait que ça s'est étendu vers une indication d'asthme et qu'il y a des indications maintenant qui sont ouvertes à la pédiatrie. Donc on partait au départ d'une population d'adultes en dermatologie qu'on a étendu vers d'autres indications et qu'on a étendu aussi vers les enfants. Deuxième molécule, le Cosentyx, croissance de 22,8% par rapport à l'année dernière avec des coûts moyens à hauteur de 15 526 $. La croissance est notable parce qu'à nouveau, on avait une indication en dermatologie au départ pour le psoriasis et le rhumatisme psoriasique et qu'il y a eu des augmentations d'indications dans d'autres maladies, donc la spondylarthrite et aussi une extension au profit de la pédiatrie. La troisième molécule, le Tremfya, qui a eu des indications en pédiatrie, en psoriasis, en plaques et en rhumatisme psoriasique, a vu une croissance de 23,7% avec un montant moyen par assuré de 18 816 $. Le Taltz, croissance de 29% avec une moyenne par réclamant à hauteur de 15 231 $, suit le même processus, c'est-à-dire des indications en dermatologie, psoriasis en plaques et rhumatisme psoriasique, et des extensions vers la spondylarthrite ankylosante et la spondylarthrite axiale non radiographique. L'Otesla, indiqué en psoriasis en plaques, en arthrite psoriasique, a vu une indication aussi dans la maladie de Behçet, qui est une maladie qui donne des ulcères dans la bouche aux patients, des aftes qui peuvent être contrôlés grâce à l'Otesla. Croissance plus modérée de 4% pour un montant moyen par réclamant de 9 888 $. Enfin, on va conclure avec le Skyrizi, qui représente 18 197 $ en moyenne par réclamant. La croissance ici, on ne va pas s'y attarder parce que le produit a seulement été commercialisé au mois de mai 2019. Donc, on va attendre que le produit se stabilise avant de parler de croissance. Alors, pour vous tenir éveillé pendant cette présentation et vérifier si vous suivez bien la présentation, on va vous poser une question. Je vais vous demander de sortir votre téléphone cellulaire et d'envoyer au 37 607 le code TELUS-Health. Et puis, vous allez pouvoir envoyer votre réponse à la question suivante. Parmi les options qu'on va vous proposer, quelle est la condition de santé la plus coûteuse au Québec?
Alors, je vous laisse choisir entre le diabète, les maladies inflammatoires ou la dermatologie. Alors, les conditions de santé les plus coûteuses ne sont pas le diabète, en dépit du grand volume de patients, mais bien les maladies inflammatoires, donc le B. Maintenant, nous allons faire une étude particulière de certaines catégories de médicaments au sein de certaines maladies. Donc, la première maladie dont on va parler, c'est le cholestérol. Et la famille qu'on va adresser aujourd'hui, c'est la famille des inhibiteurs des PCSK9. Pour parler en termes de médicaments qui sont plus frappants, c'est le Praluent et le Repatha, qui représentent en termes de coûts 9,5% de coûts admissibles dans la catégorie, en dépit du fait qu'ils ne couvrent que 0,4% des patients qui réclament pour le cholestérol. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça génère une croissance des coûts de 17% par rapport à l'année dernière et que cette famille-là est amenée à grandir puisqu'il y a des médicaments dans le pipeline qui sont en développement pour les mêmes indications que le Praluent et le Repatha. La deuxième maladie dont on va parler, c'est la migraine, avec un focus tout particulier sur les inhibiteurs des CGRP. En termes de molécules, ce que ça représente, c'est l'Aimovig, l'Ejovy et l'Emgality. À nouveau, pour une catégorie de médicaments qui s'adresse seulement à une partie de la population migraineuse, donc seulement 2,1% des patients, on se retrouve avec 27,7% des coûts admissibles totaux de la famille. C'est une croissance majeure par rapport à l'année dernière de 156%. Et il vient juste d'y avoir une nouvelle approbation par Santé Canada d'une nouvelle molécule qui s'appelle le Vyepti, qui touche exactement la même population. Donc, ce n'est pas une croissance qu'on s'attend à voir ralentir dans les prochaines années. Finalement, le cancer, on a sélectionné ici une catégorie de médicaments particulière, l'Ibrance, le Verzenio et le Kisqali, qui traitent notamment les femmes qui souffrent de cancer du sein métastatique. Pourquoi on a trouvé ces chiffres intéressants? Parce qu'à nouveau, la population qui est concernée par ces traitements représente seulement 1,4% des patientes. Mais en termes de coûts pour la catégorie, ça génère 14,6% des coûts admissibles. La croissance par rapport à l'année dernière en termes de coûts pour ces médicaments-là est de 26%. Et c'est un exemple qu'on aurait pu reproduire pour d'autres maladies. Pourquoi? Parce que les traitements traditionnels de cancer qui se faisaient à l'hôpital sous forme de perfusion, il y en a toujours, sont en train de laisser place à un virage ambulatoire en oncologie, c'est-à-dire que maintenant on se retrouve avec des produits que les patients peuvent prendre par la bouche à la maison et que les patients peuvent renouveler auprès de leur pharmacie. Donc l'arrivée sur le marché de tous ces médicaments de cancer par la bouche fait en sorte qu'ils sortent certains patients du domaine hospitalier pour les avoir au niveau privé. On va passer maintenant en revue les 10 médicaments les plus coûteux au Québec. Au premier rang, on retrouve le Remicade, c'est pas très étonnant, ça fait plusieurs années que c'est le cas, avec 6,3% des coûts admissibles pour 0,12% des patients. Ça concerne les maladies inflammatoires dont on a parlé au début comme les conditions les plus coûteuses. Et l'Humira reste dans la même catégorie et reste lui aussi au deuxième rang, avec 4,6% des coûts admissibles pour 0,19% des réclamants seulement. Le Stelara dont on a parlé, qui couvre des problèmes dermatologiques, mais aussi des maladies inflammatoires, occupe la troisième place avec 2,4% des coûts admissibles et seulement 0,07% des réclamants.
Il est intéressant de noter que dans les 5 premières molécules, on a 2 molécules qui touchent le déficit de l'attention-hyperactivité. Ce sont des molécules qui sont majoritairement prescrites en pédiatrie, mais pour lesquelles on voit de plus en plus de patients adultes parce que ces enfants-là ont grandi et aussi parce que certains parents sont diagnostiqués suite au diagnostic de leurs enfants. À la 6e position, le Soliris, vous noterez le peu de patients impactés, 0,02% des réclamants pour 1,2% des coûts. C'est le coût de ce médicament-là en maladie rare qui fait en sorte qu'il passe du 13e rang au 6e rang à partir du moment où il y a quelques patients supplémentaires, l'impact est majeur. Enfin, vous retrouvez le Freestyle Libre dont on a parlé en diabète précédemment, donc la seule machine finalement au milieu de tous ces médicaments dans la liste des 10 premiers. Si on s'arrête aux 10 médicaments les plus coûteux par réclamant, c'est un portefeuille de 32 millions de dollars pour 2020. Avec des médicaments pour les maladies rares qui évoluent entre 211 000 $ et 651 000 $. Ce sont des médicaments en général qui suivent le poids des patients. Donc il peut y avoir des fluctuations d'une année à l'autre. L'année dernière, c'était plutôt entre 250 et 750 000 $. Ce qu'on va retenir de cette diapositive ici, c'est le Soliris, donc à peu près un demi-million de dollars en coût moyen par réclamant. Cette année, on a eu 27 réclamants quand l'année dernière, il y en avait seulement 18, ce qui explique que ça draine pratiquement la moitié des coûts totaux admissibles de ces 10 premiers pour les coûts admissibles totaux. Si on se concentre sur les enfants, pour les 10 conditions de santé les plus coûteuses au Québec, le déficit de l'attention garde la première place avec 28,3% des coûts admissibles et 20% des réclamants. Les maladies inflammatoires, qui étaient les premières chez l'adulte, sont en 2e position avec 10,6% des coûts admissibles et seulement 2% des réclamants. Enfin, les problèmes dermatologiques ont la même poussée que chez les adultes. On a vu qu'il y avait beaucoup de produits qui recevaient des indications en pédiatrie. Donc, 23% des réclamants pour 6,3% des coûts admissibles. Si on peut se réjouir d'une chose avec la COVID, c'est que le fait d'avoir respecté les distanciations sociales, les ports de masques, les lavages de mains, ont fait en sorte que les infections bactériennes ont chuté du 3e au 6e rang. Il y a eu moins d'infections chez les tout-petits, avec 4,2% des coûts admissibles pour 32% de la population. On va parler maintenant de la progression des biosimilaires en comparant la place des originaux et la place des biosimilaires au Québec. Dans ce tableau, vous allez voir à gauche la molécule originale et ensuite, dans la 2e colonne, sa comparaison avec les biosimilaires qui sont disponibles. Et enfin, les chiffres en termes de réclamants et en termes de coûts admissibles. Le premier, le Remicade, dont on a déjà parlé plusieurs fois dans la présentation, reste vraiment à son niveau de 87% sans grande variation en termes de pourcentage de réclamants et 94% des coûts dans la catégorie. L'adoption des biosimilaires est encore faible et reste stable par rapport à l'année dernière, avec pratiquement l'intégralité de ce qui est capturé par les biosimilaires qui l'est par l'Inflectra. A contrario, le deuxième, l'Ambrelle, voit un début de décroissance en termes de coûts admissibles de 89% pratiquement à 83% au profit de ces biosimilaires, Brenzys et Erelzi, qui ont une croissance modérée mais qui prennent petit à petit leur place dans le marché en capturant le reste donc des coûts admissibles. Exemple complètement opposé à celui du Remicade, le Neupogène,
qui a seulement, alors qu'il est l'original, seulement 20% des réclamants au profit du Grastophil, qui est à 80% des réclamants pour des coûts capturés à hauteur de 91,6% pour le biosimilaire. L'explication peut venir du fait de la première prescription hospitalière. En général, à l'hôpital, le patient va être mis sous Remicade et au Québec, il n'y a pas de processus pour l'instant de transition des patients de l'original vers le biosimilaire. Donc, un patient sous Remicade va le rester. De la même façon, comme au formulaire de l'hôpital, c'est souvent le biosimilaire, le Grastophil, qui est présent, il est favorisé au profit du Neupogène et quand le patient se retrouve avec une prescription dans le communautaire, souvent il reste sous Grastophil et c'est la raison pour laquelle on a plus de chiffres pour le biosimilaire. Le Neulasta suit le même processus que celui qu'on vient de voir pour le Neupogène, c'est-à-dire une décroissance du nombre de réclamants, donc de 54% à 13%, au profit de son biosimilaire, le Lapelga. De la même façon, quand c'est le produit qui est disponible à l'hôpital, ensuite le patient reste sous cette molécule, donc s'il a été initié sous le Lapelga, il va rester sous le Lapelga. Le Lantus, qui est la première molécule dans notre tableau ici, est une situation assez intéressante parce que la molécule originale perd des réclamants, donc 71% en termes de pourcentage pour 64% entre 2019 et 2020. Mais la perte n'est pas exclusivement au produit de son biosimilaire qui est le Basaglar, que vous voyez croître de 12% à 17,8%. Il y a aussi une proportion des patients qui doivent s'injecter des grosses quantités de Lantus parce que leur diabète est mal maîtrisé et qui ont la possibilité de basculer sur le Toujeo, qui est la même insuline glargine, qui est un médicament de marque, mais qui est plus concentré. Donc, ça peut être plus confortable pour des patients qui étaient obligés de séparer des injections de Lantus, pourtant au même moment dans la journée à cause d'un volume injectable trop important, et qui peuvent basculer au Toujeo et n'avoir qu'une seule injection. On va comparer ici ce qui se passe entre la Colombie-Britannique et le Québec. En termes d'utilisation des biosimilaires dans l'ensemble de la grosse famille des biologiques. Donc, si on se place complètement à gauche sur le graphe ici au mois de janvier 2019, on voit que le pourcentage d'utilisation des biosimilaires au Québec et en Colombie-Britannique était relativement similaire. Donc, 13% pour la Colombie-Britannique et 9% pour le Québec. Il y a eu une annonce en Colombie-Britannique au mois de mai 2019 pour que les patients qui étaient sous biologique soient transitionnés vers le biosimilaire, notamment pour l'Ambrelle, certaines indications de Remicade et la Lantus. L'entrée en vigueur avec une période de transition donc, se passait entre mai et novembre 2019. Il y a eu une deuxième phase au mois de septembre qui a pris fin au mois de mars 2020 pour lequel certaines nouvelles indications de Remicade faisaient en sorte que les patients devaient transitionner à nouveau de l'original vers le générique. Et enfin, une troisième phase au mois d'août 2020 jusqu'au mois de février 2021 pour avoir le temps de transitionner les patients où la molécule impactée était le Rituxan. Ça donne pour résultat, au mois de février 2021, une grande disparité entre les pourcentages d'utilisation des biosimilaires entre la Colombie-Britannique, qui est rendue à 69%, et le Québec, qui reste à 14%. Voici une autre diapositive pour illustrer le même propos, l'évolution du coût relatif par réclamant depuis janvier 2019, avec des coûts admissibles pour les donc biosimilaires biologiques en janvier 2019 à hauteur de 667 $ pour la Colombie-Britannique et 1557 $ pour le Québec, qui évolue en février 2021 à 526 $ pour la Colombie-Britannique et 1933 $ pour le Québec. Ça donne des évolutions de coûts à hauteur de 124% pour la Colombie-Britannique,
contre 79% pour le Québec. Ceci étant, ces chiffres-là ne reflètent pas les ententes de partenariat qu'il peut y avoir entre les assureurs et les manufacturiers. Donc, deuxième pôle de questions pour vous. Vous avez déjà l'habitude sur le cellulaire, merci d'envoyer TELUS Health au 37 607 et ensuite vous pouvez envoyer votre réponse. Donc, parmi les provinces que vous allez voir sur la prochaine diapositive, quelle est celle qui a commencé la première, une politique de biosimilaire? Donc, vous avez le choix entre le Québec, la Colombie-Britannique et l'Ontario. Alors, la réponse n'est pas le Québec, c'est la Colombie-Britannique qui a commencé cette transition avec les différentes vagues successives qui se sont passées depuis 2019. Maintenant, nous allons parler des changements législatifs au Canada. Pour savoir ce qui s'est passé cette année, la première chose, c'est une mise à jour sur le régime universel d'assurance médicaments. Lors du discours du trône au mois de septembre, le gouvernement du Canada a réaffirmé les 3 grands principes de collaboration avec les provinces, de stratégies nécessaires pour les maladies rares pour éviter les réclamations catastrophiques pour les familles et la nécessité d'avoir une liste de médicaments admissibles. Ça n'a pas été rencontré par un grand enthousiasme au Québec puisque le gouvernement québécois a considéré que ça ne respectait pas le champ de compétences des provinces en santé. Entre-temps, au mois de février, le projet de loi qui devait lancer le régime universel d'assurance médicaments au Québec a été rejeté. Donc, le Canada et les provinces sont repartis à la planche à dessin pour collaborer ensemble et essayer de trouver une solution qui satisfasse les 2 parties. La deuxième mise à jour, c'est le règlement sur les médicaments brevetés, donc le CEPMB, retardé à cause du Covid pour une deuxième fois. Le premier retard avait poussé la date au 1er janvier de l'année 2021, à nouveau retardé au mois de juillet 2021. Évidemment, il doit y avoir des modifications pour les lignes directrices puisqu'il y avait des médicaments qui avaient des périodes de transition. Donc, redéfinir cette période de transition et redéfinir aussi le délai nécessaire pour mettre en conformité le plafond du prix courant maximum pour des médicaments qui bénéficient de droits acquis ou ceux dont on vient de parler, les médicaments de transition. Alors, si au Canada, beaucoup de choses ont été limitées, pour ce qui est du Québec, par contre, il y a eu énormément de changements. Le premier, c'est tous les retraits qui ont eu lieu de la liste de la RAMQ des différents médicaments originaux au profit des produits biosimilaires pour les patients qui sont naïfs de traitement. Donc, le premier a été l'Ambrelle pour les indications d'arthrite psoriasique et de psoriasis en plaques. On garde le principe du droit acquis pour les patients qui ont reçu l'original avant le 19 août 2020. Le Remicade a suivi la même voie au profit de l'Inflectra et le Renflexis le 19 août 2020. Et ensuite, au mois de septembre, le Neupogène et le Rituxan au profit à nouveau de leurs biosimilaires pour les patients naïfs, en gardant toujours en tête le principe des droits acquis ou de clause grand-père pour les patients qui l'avaient reçu avant la date de retrait de la liste. En dépit du fait qu'on était censé parler seulement de 2020, je vous parle ici aussi de l'Humira parce que c'est quand même majeur. C'est un médicament, si vous vous souvenez, qui est deuxième en termes de médicaments sur la liste des médicaments coûteux au Québec. Plusieurs biosimilaires ont reçu l'avis de conformité de Santé Canada au mois de février et dans la liste de la RAMQ, ça a été très rapide pour que les biosimilaires pour les patients naïfs prennent la place en fait de l'original. Passé un petit peu plus inaperçu, une insuline, l'Humalog, au profit de son biosimilaire, l'Admelog.
Les impacts de la COVID sur le monde de la pharmacie au Québec, la fragilisation de l'approvisionnement, c'est un problème majeur depuis plusieurs années, mais il y a eu des procédures en place spécifiques au Québec pour essayer de limiter les pénuries artificielles. Donc, la première chose, ça a été la recommandation de limiter la durée de traitement à 30 jours, qui a été faite par l'Ordre des pharmaciens du Québec et le ministère de la Santé. C'est certain que le service de 30 jours, c'est pas mal une tradition au Québec, de toute façon. Mais quand même, certains patients qui ont des maladies chroniques peuvent demander à la pharmacie de recevoir 2 ou 3 mois de traitement. Là, c'était plus possible pendant toute une période pour éviter que certains patients fassent des réserves et que ça crée un mouvement de panique. On a le président de l'OPQ qui avait fait la réflexion que faire des réserves de papier toilette, c'était pas très dangereux, mais faire des réserves de médicaments, ça pouvait avoir des impacts sur d'autres patients. Donc, c'était vraiment pour bloquer ça. La deuxième chose qui s'est passée, c'est que les grossistes envoyaient certaines quantités très limitées de médicaments aux pharmacies pour permettre la répartition égale à travers le territoire. C'est notamment ce qui s'est passé pour les pompes de salbutamol. Donc, ce sont des pompes qui sont utilisées pour les difficultés respiratoires. Certaines pharmacies, en fait toutes les pharmacies, pouvaient ne recevoir qu'1 ou 2 boîtes par jour pour s'assurer que ça puisse être réparti à travers tout le territoire. Il y a aussi eu les mêmes limitations vis-à-vis de l'hydroxychloroquine suite à la folie du Plaquenil, si vous vous en souvenez, au début de la pandémie, où on pensait qu'il y avait possiblement un intérêt à traiter certains patients du COVID avec. Donc, pour protéger les patients qui en avaient besoin de façon chronique, à nouveau, les grossistes ont limité l'approvisionnement pour ne pas créer des pénuries artificielles. Enfin, il y a eu une ordonnance collective, même plusieurs, qui ont été rédigées par le docteur Arruda, qui ont été partagées à travers le site de l'INES, pour qu'on protège aussi les patients qui avaient des besoins essentiels en salbutamol et en plaquenil. Donc en plaquenil, par exemple, ça a été de protéger les patients qui souffraient de lupus, parce que pour eux, c'était une question de vie ou de mort. Pour l'ordonnance collective du salbutamol, ce que ça a permis, c'est de garder les pompes pour certains patients qui n'étaient pas capables d'utiliser autre chose, et pour les autres patients, d'élargir à d'autres pompes pour lesquelles, notamment, il pouvait y avoir des demandes de préautorisation nécessaires. Donc, lever les demandes de préautorisation et étendre ces nouvelles pompes à des patients asthmatiques pour garder le salbutamol, par exemple, pour les patients qui souffrent de fibrose kystique. Santé Canada, au mois de mars, a simplifié les choses pour les pharmaciens en ce qui concerne les substances désignées, donc tout ce qui est considéré comme stupéfiant, les drogues contrôlées et les substances ciblées. Donc, une prescription de narcotiques, par le passé, devait être arrivée en trace papier. Là, ça a permis, pour éviter le transfert des ordonnances et le risque de contamination par contact, que les médecins puissent téléphoner ces prescriptions-là aux pharmaciens, que les pharmaciens puissent les extensionner ou que les pharmaciens puissent modifier les quantités en gardant la même dose générale pour des questions de tolérance pour les patients. Donc, plus de souplesse pour cette loi qui vise globalement les narcotiques de façon fédérale. Mais ce qui a été majeur pour le monde de la pharmacie au Québec, c'est l'élargissement des pouvoirs des pharmaciens. Avec une première vague au mois de mars 2020, le Québec a déposé le projet de loi et le lendemain, il était applicable pour la vaccination, notamment, que le pharmacien puisse prescrire un vaccin et l'administrer, pour prescrire des médicaments de vente libre, donc faire en sorte, par exemple, qu'un enfant qui s'en va à l'école où il ne peut pas recevoir un Tylenol ou un Advil pour la fièvre, si c'est prescrit, à ce moment-là, l'école peut le donner. Bon, simplifier ce processus-là
et que ce soit le pharmacien, le prescripteur. Et enfin, la possibilité pour les pharmaciens de faire des prélèvements de fond de gorge pour diagnostiquer des streptocoques. Ça, c'était vraiment la première vague des actes pharmaceutiques et c'était juste la première étape avant de le bonifier. Donc, l'annonce a été faite le 17 décembre 2020. Bonification du projet de loi 31 avec un élargissement énorme du pouvoir des pharmaciens et du nombre de services pharmaceutiques disponibles. Qu'est-ce que ça permet? C'est que ça permettait aux pharmaciens de première ligne de traiter des patients, de faire en sorte que des patients qui avaient de la difficulté à rencontrer leur médecin puissent avoir des prescriptions et faire en sorte aussi de décharger la première ligne des cliniques médicales et éventuellement les urgences pour des urgences minimes que les pharmaciens sont capables d'évaluer. La deuxième chose qui a été extrêmement importante, c'est non seulement le volume de services supplémentaires qui ont été décidés, mais aussi le fait qu'il y ait une élimination des contributions pour les patients. Donc, ça a été considéré comme un frein pendant plusieurs années que le patient doive payer une franchise et une coassurance sur des actes que faisaient les pharmaciens. Ici, ils ont été complètement éliminés. Donc, le 25 janvier 2021, ça a été vraiment la mise en application de la loi 31 avec 53 services qui sont maintenant complètement couverts à 100% pour les patients. Et ces 53 services-là ont basculé complètement dans le domaine public. Ça veut dire qu'il y a une partie de ces services-là qui auparavant étaient couverts par les assureurs privés, qui sont maintenant couverts par la RAMQ, que le patient soit couvert RAMQ ou couvert par un plan d'assurance privée. Par contre, il y en a 10 qui sont restés à responsabilité partagée, donc soit entre la RAMQ ou l'assureur privé. Ces 10 services-là reflètent les modifications de thérapie, donc modifier une thérapie pour s'assurer de la sécurité ou de l'efficacité d'un traitement, par exemple un traitement antibiotique qui ne serait pas à la dose adéquate pour un enfant qui fait une otite, qui a besoin d'être augmenté en nombre de milligrammes par kilo. Donc, cette modification de thérapie peut être faite par le pharmacien sans avoir besoin d'avoir recours au médecin pour valider la prescription. Il y a aussi toutes les substitutions thérapeutiques. On a parlé tout à l'heure qu'il y avait des problèmes de rupture d'approvisionnement qui étaient anticipés avec des pénuries. Quand un médicament vient à manquer sur le marché, le pharmacien maintenant peut faire en sorte de trouver une alternative thérapeutique pour le patient. Tout ce qui est la gestion des sorties d'hôpital. Enfin, l'acte de prolongation d'ordonnance, qui est l'acte le plus utilisé en pharmacie en ce moment. Donc, la difficulté de certains patients à revoir leur médecin à la fin de leur prescription d'1 an, par exemple. Le pharmacien va pouvoir prolonger certaines ordonnances à certaines conditions en maintenant un suivi clinique pour le patient, pour pas que ce soit juste un renouvellement, mais vraiment un suivi pour s'assurer que tout se passe bien. Et ensuite, l'administration du médicament pour en démontrer l'usage approprié. Donc, la première fois, par exemple, qu'un patient va avoir un médicament où il va devoir s'injecter, le pharmacien peut l'administrer pour lui montrer comment ça fonctionne. Et ensuite, le patient va être autonome pour s'administrer le médicament tout seul. Donc, on va revenir sur les ruptures d'approvisionnement. Il y avait un sommet qui s'est passé au mois de février pour en parler. Malheureusement, en dépit de certains mécanismes qui ont été mis en place depuis les dernières années, comme la déclaration obligatoire par les manufacturiers des ruptures d'approvisionnement, c'est toujours un problème majeur. Lors d'une étude, il y a un Canadien sur 4 qui a révélé avoir été affecté par une rupture d'approvisionnement de son médicament. Ça peut avoir des conséquences dramatiques sur certains patients qui voient leur maladie qui était très bien contrôlée se déséquilibrer. Ça peut même mener à des hospitalisations. Donc, c'est vraiment un problème.
Aujourd'hui, si on va sur le site de la RAMQ, il y a une liste qui reflète à peu près la dernière année ou les derniers 18 mois de rupture d'approvisionnement. Et la dernière fois que j'ai été consulter cette liste, il y avait 34 pages de médicaments qui étaient en rupture d'approvisionnement. Donc, ça reste un problème majeur que la fermeture des frontières, les problèmes dans les usines à l'étranger n'ont fait que empirer avec la COVID. Finalement, je vais vous parler des médicaments en développement parce que c'est toujours intéressant d'avoir une image de ce qui va se passer dans les prochaines années du point de vue thérapeutique et du point de vue des coûts. Alors, pour ce qui est des présentations auprès de Santé Canada, quand j'ai été consulter le site au mois de février 2021, il y avait 83 molécules nouvelles qui étaient déposées. Vous noterez l'importance des anticancéreux parmi toutes ces demandes, 21 demandes qui concernent juste des médicaments d'oncologie. Donc, quand on parlait de coûts associés aux médicaments de cancer qui se maintiennent dans le communautaire, on peut voir que la tendance se maintient. Tous les autres médicaments étaient assez variés. Il y avait des immunosuppresseurs, des vaccins. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y avait 9 dossiers de biosimilaires qui étaient déposés, notamment à nouveau pour des traitements de cancer comme l'Avastin, le Trasiméra, le Rituxan. Puis si on considère le Filgrastim et le Pelfigrastim comme des traitements de soutien en fait pour les patients qui sont majoritairement en oncologie, donc le Neupogène et le Neulasta avec des biosimilaires supplémentaires qui viennent s'ajuster à la liste et un autre biosimilaire déposé pour l'Enbrel. Pour ce qui est des médicaments génériques, pas de grands changements par rapport à l'année dernière. C'est toujours à peu près le même nombre de molécules qui sont à l'étude. Ce qu'on voulait souligner ici, c'est les médicaments pour le sida, donc les médicaments pour traiter HIV, avec beaucoup de molécules génériques qui s'en viennent pour des médicaments de prescription qui sont quand même courants, comme le Truvada ou le Norvir. Et on a voulu mettre l'accent ici sur le diabète parce que le Tradjenta et le Januvia, tous les deux font partie de la même famille des inhibiteurs des DPP4 et ils drainent beaucoup de coûts pour ce qui est du diabète. Donc l'arrivée d'une molécule générique pour ces produits-là est une bonne nouvelle en termes d'économie. On va maintenant passer certaines maladies, en particulier pour vous montrer l'ébullition autour de la recherche et des médicaments qui s'en viennent. L'amyotrophie spinale, c'est une maladie qui est diagnostiquée chez les tout-petits. C'est une maladie terrible avec différentes conséquences pour les patients, mais dans les pires cas, ce sont des très jeunes enfants qui ne vont même pas être capables d'avoir une motricité adéquate, donc ils ne sont pas capables de s'asseoir comme il faut et qui sont souvent ventilés avant leurs 2 ans. En 2017, il y a un premier médicament qui était sorti qui s'appelle le Spinraza. C'est un médicament qui est injecté en injection intratécale 3 fois par année. Ça peut se faire dans le domaine hospitalier, mais ça peut aussi se faire auprès de cliniques privées. C'est un médicament qui a des coûts attendus par année pour la première année de 708 000 $, et pour les années subséquentes à hauteur de 350 000 $. La révolution cette année, c'est l'arrivée du Zolgensma, qui est une thérapie génique qui a été approuvée par Santé Canada au mois de décembre de cette année. Il est destiné à soigner la myotrophie spinale. La limitation, c'est que c'est un traitement unique qui coûte 2,8 millions de $ et qui doit être injecté tôt dans la maladie pour en empêcher les conséquences. Ça veut dire qu'il y a une partie des patients, éventuellement, qui vont continuer à être traités avec le Spinraza parce qu'ils ont dépassé l'âge d'injection de la thérapie génique.
Mais en dépit du fait que cette maladie-là est quand même extrêmement rare, c'est 35 nouveaux bébés qui sont diagnostiqués chaque année au Canada, il y a une troisième molécule qui vient tout juste d'être approuvée sur le marché la semaine dernière, l'Evrysdi. La molécule, c'est le Risdiplam. L'avantage, c'est que c'est une thérapie qui se prend par la bouche. Donc, c'est une solution qui peut être donnée donc, pour les aidants naturels, qui peut être donnée par la bouche, qui évite d'avoir à se déplacer, d'aller à l'hôpital pour avoir les injections intracthécales ou à la clinique privée. Et si jamais on a dépassé l'âge pour le Zolgensma, c'est une solution pour les patients adultes qui auraient survécu à des formes moins graves de la maladie. Les coûts attendus pour ce médicament-là oscilleraient entre 92 000 $ et 350 000 $. C'est une alternative éventuellement au Spinraza, à nouveau pour des questions de facilité et de choix de patients. Alors, on a parlé du traitement du cholestérol tout à l'heure avec une catégorie de médicaments qui drainait beaucoup de coûts. C'était le Praluent et le Repatha. Donc, il y a une nouvelle molécule qui potentiellement s'en vient, le Leqvio, molécule inclisiran. Cette alternative-là vise la même population de patients que le Praluent et le Repatha. Donc, des patients qui, en dépit du fait qu'ils sont traités, par exemple, avec des statines ou les étimibes, n'arrivent pas à atteindre leur cible et ne les atteindront jamais en rectifiant leur alimentation. L'avantage de ce nouveau médicament, c'est qu'au lieu de se l'injecter une fois par mois ou 2 fois par mois, comme le Praluent et Repatha, c'est une possibilité de le recevoir seulement 2 fois par année. Donc, ça pourrait être un choix pour certains patients qui sont rassurés aussi par le fait que c'est administré par un professionnel de la santé au lieu d'être une auto-administration. Le produit est déjà approuvé en Europe. Son approbation est encore en cours aux États-Unis suite à une suspension avec une demande de renseignements supplémentaires. Pour ce qui est des prix, on s'attend à ce que le Leqvio soit dans la même gamme de prix que le Praluent et le Repatha. La fibrose kystique, à nouveau, on va parler ici d'une maladie rare, c'est une maladie génétique qui impacte l'espérance de vie des patients. L'espérance de vie est limitée à peu près à 55 ans. Ce qui s'est passé dernièrement avec la fibrose kystique, c'est qu'il y a eu un grand nombre de développements de molécules, mais qui ciblaient un tout petit nombre de patients en fonction de leur anomalie génétique. Là où le Trikafta amène un bénéfice pour les patients, c'est que c'est une trithérapie. Donc, il y a 3 molécules à l'intérieur, l'ivacaftor, le tezacaftor et l'elexacaftor. Et au lieu de couvrir une portion faible des patients, il y aurait la possibilité que ça couvre jusqu'à 90% des malades qui souffrent de fibrose kystique. La molécule a déjà été approuvée aux États-Unis. Son prix courant par année aux États-Unis est à hauteur de 300 000 $. La demande a été faite au Canada auprès de Santé Canada par le manufacturier au mois de décembre. Et l'analyse est faite selon le cadre de l'examen prioritaire. Donc, ça veut dire que les délais pourraient être accélérés et qu'on pourrait voir cette molécule à l'été 2021 disponible pour les patients. Enfin, je vais vous parler de la sclérose en plaques. À nouveau, petite maladie qui touche une petite proportion de patients. Toutefois, je voudrais vous rappeler que quand on regardait dans les conditions de santé les plus coûteuses au Québec, la sclérose en plaques se situait au 8e rang. Il y a beaucoup de médicaments pour cette condition de santé en particulier.
La première molécule dont on va parler, c'est le Kesimpta, l'ofatumumab, qui serait dans la même catégorie que l'Ocrevus. L'Ocrevus, c'est un des médicaments qui est en forte croissance dans la sclérose en plaques, qui a des coûts moyens assimilables à peu près 25 000 $, alors que la famille générale se situe autour de 20 000 $. Donc on anticipe à peu près les mêmes coûts pour le Kesimpta et la même place dans la thérapie. La deuxième molécule, fumarate de diroxymel, c'est le Vumerity. C'est intéressant parce que c'est un bioéquivalent du Tecfidera. Tecfidera, c'est un médicament bien prescrit en sclérose en plaques. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il limiterait les effets secondaires gastro-intestinaux pour les patients, donc moins d'effets secondaires. Par contre, prix augmenté par rapport au Tecfidera, d'autant plus que le Tecfidera est amené à être génériqué dans le futur, donc une plus grande différence de prix. Il faudrait voir en termes de bénéfices pour les patients l'intérêt. Enfin, dernière molécule, le ponesimod, on n'a pas encore le nom de marque de ce médicament-là. C'est un médicament qui a été annoncé par son fabricant et déposé auprès de Santé Canada au mois de juillet. On s'attend à ce que l'approbation soit disponible à l'été 2020. En termes de développement, donc ce serait son cycle de produit avec un coût attendu de 30 000 $ à nouveau par année, donc au-dessus de la moyenne des coûts. Alors, pour tester votre attention, dernière petite question. Merci d'envoyer au 37 607 le code TELUS Health et ensuite d'envoyer votre réponse. Donc, si on regarde les maladies qui vont suivre, laquelle a des options de traitement de la thérapie génique? Vous avez le choix entre la myotrophie spinale, le cholestérol, la fibrose kystique et la sclérose en plaques. Merci pour vos réponses. Alors, la majorité a eu raison. C'est effectivement la myostrophie spinale avec le Zolgensma qui a eu une nouvelle révolution thérapeutique avec la thérapie génique. Donc, en résumé, je voulais vous dire qu'on a vu qu'il y a une augmentation des coûts au cours des dernières années avec les médicaments de spécialité. L'adoption des biosimilaires reste timide au Québec, mais est en progression. Il y a eu des changements législatifs assez limités pour le fédéral. Par contre, énormément de changements au niveau du Québec. Les approvisionnements sont toujours un problème majeur. Ce n'est pas limité au Québec, ça reste aussi très difficile pour tout le Canada. Et on a vu que les conditions de santé sont en ébullition en termes de recherche pour les maladies rares. Donc, on peut s'attendre à beaucoup de développement dans cette catégorie-là. Sur ce, ça va conclure ma présentation. Je vous remercie d'y avoir assisté. Je vais désormais passer la parole à Lucie pour pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Merci Caroline pour cette très belle présentation qui nous a permis de mieux comprendre l'évolution du marché des médicaments grâce à l'information partagée avec nous aujourd'hui. C'est maintenant le moment de répondre aux questions. Si vous souhaitez poser une question, veuillez toujours nous l'acheminer via le menu Questions-réponses, accessible sur le côté droit de votre écran. Merci aussi à nos chers participants d'avoir soumis déjà plusieurs questions via le portail de la conférence et via le chat.
Caroline, voici la liste de questions. Avons-nous noté une croissance des médicaments prescrits pour la dépression pendant la pandémie? Merci Lucie pour cette question. Oui, effectivement, il y a une croissance des prescriptions pour la santé mentale pendant la pandémie. Une croissance de 8%. On sait que la pandémie a été difficile pour tous. Donc, c'est certain qu'on a vu une augmentation. Ce dont on peut se réjouir, par contre, c'est le fait que les patients n'hésitent pas à consulter pour se faire prescrire et que maintenant, il y a de nouvelles alternatives avec notamment la télémédecine pour permettre un suivi des patients et qu'ils se retrouvent à se sentir mieux plus rapidement. Merci. Quelles sont vos recommandations pour augmenter l'utilisation des biosimilaires? Pour ce qui est des biosimilaires, la première chose, c'est vraiment d'avoir une bonne connaissance de ce qui se passe au niveau de la province. C'est sûr que c'est un excellent guide de savoir ce que le public fait pour le passage des biologiques originaux aux biosimilaires. Donc, la distinction qu'on a vue dans la présentation l'illustre. Certaines provinces transitionnent leurs patients vers le biosimilaire, quand certaines provinces gardent des droits acquis pour les patients qui ont reçu le biologique original. La deuxième chose, c'est que la plupart des médicaments biologiques et biosimilaires sont des médicaments dispendieux. En conséquence, il y a les processus de préautorisation pour qu'on s'assure avec les critères cliniques qu'un patient reçoive le bon médicament au bon moment pour sa thérapie. Et ça peut tout à fait s'appliquer au choix du biosimilaire si c'est le cas. Peut-on anticiper des changements au niveau des pratiques de prescription des médecins dans la catégorie des maladies inflammatoires? Les médecins sont-ils plus enclins à prescrire des biosimilaires? Au Québec, oui, probablement. Il n'y a pas de résistance des prescripteurs à commencer un patient sous un biosimilaire. Donc, il y a bon espoir que les chiffres qui marquaient un démarrage très limité des biosimilaires puissent s'accélérer dans le passé. On a de plus en plus d'expérience aussi avec ce qui est le processus de transition, avec ce qui s'est passé en Colombie-Britannique et ce qui s'est passé aussi en Europe. Donc, je pense qu'on peut s'attendre à des changements, effectivement, de comportement de prescription, d'autant plus que quand les médicaments biologiques sont retirés de la liste de la RAMQ, les médecins le savent assez rapidement par l'intermédiaire des programmes de support aux patients. Donc, on peut s'attendre à des changements en faveur des biosimilaires dans les prochaines années. OK, merci. Pourquoi Remicade conserve sa place et même continue d'augmenter alors qu'il y a d'autres options sur le marché? Y a-t-il un nouveau médicament innovateur qui va remplacer Remicade Humira? C'est souvent le cas, comme on peut constater, lorsqu'un médicament dont le ou les brevets vient à échéance. Le Remicade, c'est un petit peu particulier dans la mesure où il peut être commencé à l'hôpital. Donc, tant qu'on n'a pas une politique de transition au Québec, les patients vont garder le bénéfice de ce traitement-là quand ils vont sortir de l'hôpital et qu'ils vont le recevoir éventuellement dans une clinique privée. Pour ce qui est des croissances du Remicade, il y a un autre phénomène aussi qui entre en jeu, c'est que
il peut y avoir une augmentation de la fréquence à laquelle on injecte le Remicade ou de la dose du Remicade. Donc, quand ça fait plusieurs années qu'un patient prend ce médicament-là, il est possible que la maladie commence à échapper au traitement et la première tentative du médecin va être éventuellement d'augmenter la fréquence ou d'augmenter la dose, dépendamment de la marge de manœuvre qu'il a, plutôt que de changer le patient à un autre médicament. Pourquoi? Parce que l'éventail de thérapies qu'on a dans les maladies inflammatoires n'est pas si immense que ça. Souvent, le diagnostic, c'est des patients jeunes, donc on veut se laisser la chance de finir un traitement éventuellement avec un Remicade en augmentant les doses ou en augmentant la fréquence plutôt que de le switcher à une autre molécule, à un nouveau traitement et de limiter dans le futur les possibilités thérapeutiques du patient. Est-ce possible de différencier l'indication pour Stelara et distribuer les coûts dans plusieurs classes thérapeutiques à des fins de stats, comme exemple une portion dans maladie inflammatoire ou gastro, colite ulcéreuse et autres portions dans dermatologie? Ça va être très intéressant à faire effectivement pour différencier si Stelara est toujours un médicament de dermatologie ou plutôt un médicament de gastro-entérologie. C'est toute la complexité d'identifier les patients et d'identifier la condition pour laquelle ils reçoivent la maladie. C'est certain que quand on reçoit un formulaire de préautorisation pour le Stelara, le médecin doit cocher l'indication pour laquelle le patient reçoit le produit. Donc pour tous ces produits qui ont des indications multiples, la difficulté reste d'identifier comment est-ce qu'on va faire ça du point de vue des données, mais c'est certainement des choses sur lesquelles on travaille pour permettre de mieux différencier la raison pour laquelle un patient reçoit le Stelara ou le Remicade ou une autre molécule biologique. Quel est l'état de la situation sur les versions génériques du Concerta? Ça dépend des provinces. Certaines provinces le considèrent interchangeable. Certaines provinces considèrent qu'ils ne sont pas exactement équivalents. Donc, c'est certain que ça amène des disparités pour ce qui est de l'interchangeabilité. Ça reste sur l'annexe de la RAMQ pour l'instant des médicaments. Parfait. Autre question reçue via le portail. Est-ce qu'un biosimilaire peut être considéré comme un générique? Alors, pas vraiment, parce que on s'adresse ici à des molécules complexes. Donc, ce n'est pas une copie conforme en dépit du fait que ça porte le même nom. Donc, si on part du principe qu'on parle à nouveau du Remicade avec l'infliximab, oui, l'Inflectra et le Renflexis vont porter le nom infliximab, mais ce n'est pas un générique au sens de la loi. C'est-à-dire que si on veut faire un changement de prescription, il va falloir contacter le médecin et refaire une nouvelle prescription pour le produit biosimilaire, alors que la substitution générique peut être faite mécaniquement, très facilement à la pharmacie immédiatement. Donc non, il y a encore une différence du point de vue générique et biosimilaire. C'est pas pour rien que c'est pas le même terme, ça reflète pas la même réalité. Est-ce que l'on voit aussi dans le reste du Canada les problèmes de déficit d'attention croître chez les enfants? En fait, ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est les nouvelles prescriptions chez les adultes. Donc, on sait que les prescriptions sont importantes pour le déficit de l'attention. Mais ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est
l'extension, en fait, de cette famille-là de médicaments au profit des adultes. Un, des enfants qui ont vieilli, j'en ai parlé dans la présentation, et deux, des parents qui sont diagnostiqués suite au diagnostic de leur enfant. Donc oui, les prescriptions restent solides pour le déficit de l'attention. C'est certain que la période de pandémie peut avoir compliqué les choses pour ces petits patients-là parce que suivre un cours à distance à la maison devant un écran, c'est vraiment très difficile pour ces enfants-là. Donc oui, des croissances qui sont notables aussi dans le reste du Canada. Donc, merci Caroline. Ça me fait plaisir. Bonne journée à tous. Cela conclut la période de questions-réponses pour la première séance de la journée. Pour toute question soumise et non répondue, Thérèse va sûrement tout revoir et vous revenir sous peu avec nos réponses.